la quatrième rencontre de cette série consacrée à des livres italiens récemment traduits en français. Alors la formule, vous la connaissez un peu déjà. Si vous avez suivi les autres rencontres, il y a l'auteur. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Fabio Bacca. Et à ses côtés, ou un traducteur, ou bien l'éditeur. Et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Giulia Nannicelli, qui est son éditrice chez Gallimard. Et à côté de Fabio, Valentina Gardé, qui assurera l'interprétariat. Alors, le livre dont nous allons parler ce soir est un livre exceptionnel. Alors, je tiens à préciser dans le sens étymologique, c'est-à-dire un livre qui fait un peu exception. Alors, pourquoi il fait exception? À plusieurs titres. Tout d'abord, parce que c'est un livre difficile à classer. Alors, ce n'est pas un roman vérité, comme c'était le cas de Nicola La Gioia. Ce n'est pas un roman historique, ni un polar, ni un roman noir. Donc, on a un peu des difficultés à trouver une étiquette. Alors, on pourrait dire que c'est un roman humoristique, parfois comique. On reviendra sur ces aspects. C'est aussi un roman philosophique, entre guillemets, qui se situe un peu entre Wodehouse et le Candide de Voltaire. Voilà. Et déjà, ces coordonnées vont vous sembler un peu bizarres. Il est également exceptionnel un peu pour, disons, son intrigue, qui est plein de coups de théâtre. C'est une sorte de sarabande au rythme un peu effréné. On n'est pas très habitué dans nos romans, dans la moyenne de nos romans italiens, à, disons, ce rythme narratif très serré, plein de coups de théâtre. C'est également un livre qui sort des chemins battus pour sa langue, son vocabulaire, où on retrouve, disons, la langue courante à côté d'un choix parfois bizarre, d'un langage technique très spécialisé. Et, disons-le, c'est aussi un livre un peu d'exception parce qu'il a paru, c'est un premier roman, donc je rappelle que c'est un début littéraire, chez un grand éditeur italien, Adelphi, un éditeur qui a un catalogue important et qui est assez sévère dans le choix de ses auteurs. Et il arrive assez rarement qu'un écrivain, au début, soit choisi dans ce catalogue. Donc, un éditeur prestigieux en Italie, mais quand même, il faut dire que Gallimard n'a rien à envier à Adelphi. Et donc, en France aussi, un éditeur de premier rang. Et donc, je commencerai tout de suite, de façon un peu abrupte, un peu à brûle-pourpoint, à demander à Fabio Bacca s'il ne considère pas qu'il a eu une chance insolente, un peu comme dit le titre français, on reviendra sur le titre, et puis s'il peut nous raconter un peu d'où il vient. Parce qu'on ne sait rien de lui. Vous êtes un débutant, enfin, il a déjà fait un second livre en Italie qui va bientôt paraître en France. Mais aujourd'hui, on considère que c'est son premier livre. Grazie Paolo, grazie a tutti, buonasera. Io capisco il francese, non lo parlo, cioè lo parlerei in maniera invereconda, e quindi forse è meglio che evito. Potrei qui adesso dilungarmi sulle caratteristiche e sul livello della scuola italiana per quanto riguarda le lingue straniere, ma lasciamo perdere. Alors, merci à tous d'être ici ce soir. Bonsoir. Alors, je comprends bien le français, mais je ne le parle pas. Je parle un français un peu abscon et je pourrais vous parler des caractéristiques de l'éducation nationale en Italie et de l'apprentissage des langues étrangères. Mais bon, voilà, on n'est pas là pour ça. Sì, sono un privilegiato, sono stato molto fortunato a essere pubblicato da una casa editrice come Adelphi, che nei suoi, quest'anno, 60 anni di storia, ha fatto soltanto 4 esordienti, e poi questo ulteriore coup de théâtre di essere pubblicato da Gallimard, che è una casa editrice che si presenta da sola, che secondo il Guardian, se non sbaglio, ha il catalogo migliore del mondo.
Voi francesi sarete contenti di avere una casa editrice che ha il catalogo migliore del mondo. Siccome ho scritto Une chance insolente, Benevolenza cosmica, l'ho scritto in un momento post-depressione, non mi sono reso conto davvero della fortuna che avevo avuto. Alors c'est vrai que pour moi c'est un privilège d'avoir été publié par une maison d'édition comme Adelphi, et surtout que à l'époque ils n'avaient que 4 premiers auteurs qui avaient été publiés chez eux, donc j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Et ensuite, d'autant plus d'être traduit et publié chez Gallimard, avec la puissance de son catalogue qui est quand même le meilleur au monde, donc vous pouvez être fiers en France d'avoir le catalogue de Gallimard. Et donc pour revenir à mon roman, Une chance insolente, je l'ai écrit dans une période post-dépression, et c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que j'avais de la chance. Sì, perché ho scritto Benevolenza cosmica dopo un periodo di grande depressione. E tra il 2013 e il 2015 avevo scritto il mio primo romanzo, tuttora inedito, che si chiama Il disertore. Solo che avevo già 41 anni, adesso ne ho 50. Ma il mondo editoriale italiano non sembrava aver bisogno di me. E poi avevo dei problemi di salute, avevo perso il lavoro, io sono un istruttore di ginnastica posturale, e allora mi è venuta la depressione, e questa depressione però mi ha fatto venire l'idea per un secondo romanzo, e questo romanzo è Benevolenza cosmica, perché la domanda alla base di Une chance insolente è: se tutto va bene nella vita di qualcuno, è necessariamente felice? In quel periodo io ero molto infelice perché le cose andavano male, ma non è vero che se le cose vanno sempre tutte male, se vanno tutte bene, uno è sempre felice. E sotto questo punto di vista penso che il riferimento al romanzo filosofico di cui parla Paolo, questo insomma potrebbe essere la spiegazione. Alors effectivement pour moi c'était une période de grave dépression qui a précédé l'écriture d'Une chance insolente, c'était en 2013-2015. Et à l'époque, j'avais déjà écrit un premier roman à l'âge de 41 ans, maintenant j'ai 50 ans. Mais à l'époque, le monde éditorial italien n'était pas du tout intéressé, il ne semblait pas avoir besoin de moi. Et c'était vraiment une période où je n'avais pas de chance, hein. J'avais eu des problèmes de santé, perdu mon travail. Et donc c'est cette dépression qui m'a donné envie finalement d'écrire un deuxième roman. Et donc la question dans le roman, c'est que si une personne a tout qui va bien dans sa vie, est-elle nécessairement heureuse pour autant? Et moi, donc j'étais très malheureux à ce moment-là, et je pense que justement, toute la question est là dans ce que disait Paolo sur la possibilité, voilà, d'une chance pour moi en tout cas. E poi ho fatto quello che fanno tutti gli scrittori, almeno in Italia, insomma, ho cominciato a far girare questo secondo romanzo che era molto più agile, è molto più agile del primo, che forse era un po' troppo complesso, è finito nelle mani di una bravissima agente letteraria di Torino che si chiama Agnese Incisa, e l'ho proposto a una casa editrice che appunto non pubblicava molto spesso esordienti. Questa scommessa, che è stata vincente, per me è stata un'enorme sorpresa, ma dopo 2 anni di depressione me la sono goduta, ma fino a un certo punto, perché forse avevo ancora gli strascichi di quel periodo, no. Alors, j'ai fait un peu comme font les écrivains italiens, donc mon deuxième roman avec une écriture un peu plus fluide en comparaison avec le premier qui était peut-être qui avait une écriture un peu plus compacte. Et j'ai décidé donc de faire ce pari, de le proposer à une maison d'édition, une très bonne maison qui ne prend assez peu de premiers romans. Et donc c'était un pari réussi. Donc pour moi, après cette dépression, c'était voilà, vraiment une bonne surprise. Moi, je voudrais profiter de la présence de Giuliana Nicelli pour lui poser plusieurs questions. D'abord, quelle a été votre première réaction quand vous avez découvert ce livre? Est-ce que vous avez pensé tout de suite à la possibilité de le proposer à votre maison d'édition? Est-ce que vous avez pensé que ça pouvait être difficile de le faire accepter? Et deuxièmement, la question du titre. Merci de m'avoir invité pour parler de ce roman qui, en effet, dès que je l'ai ouvert, pour moi c'était vraiment une évidence. J'avais jamais lu un livre comme ça en littérature italienne. Il avait vraiment une originalité très forte et en soi et dans le paysage littéraire italien. Et pour moi, c'était vraiment évident. Je l'ai lu et je voulais le défendre et je voulais le faire lire à d'autres personnes et donc le faire lire à un public français. Donc oui,
on peut dire une évidence. Je ne me suis pas posé beaucoup de questions et j'ai tout de suite voulu le proposer dans cette maison d'édition. Concernant le titre, eh bien, je dois dire en toute honnêteté que moi j'ai adoré le titre italien. Enfin, c'est même peut-être ce qui m'a fait ouvrir le livre en premier lieu, avec bien sûr la singularité de ce premier roman publié chez Adelphi qui évidemment a attiré ma curiosité également. Simplement, voilà, moi je parle les deux langues. Je veux dire, les deux langues sont des langues maternelles. Donc, quand je pensais à la traduction littérale en français, qui est Bienveillance cosmique, qui d'ailleurs était le choix de la traductrice aussi, elle avait choisi de le traduire de façon littérale, j'avais en tête la musique italienne, en fait. Donc, j'entendais Benevolenza Cosmica quand je disais Bienveillance cosmique en français. En parlant avec mes collègues, j'ai senti qu'il y avait une petite retenue, ils étaient moins convaincus que moi, et du coup, bon, publier un livre, c'est un travail d'équipe, on ne fait pas des choix seuls, et voilà, il faut écouter aussi les gens autour de nous. Et je me suis demandé pourquoi est-ce qu'en français ça fonctionnait moins bien. En fait, la raison, je pense, tient beaucoup au terme bienveillance, qui en français est très galvaudé. On l'utilise tellement pour tout, dans tous les domaines, qu'il s'est vidé de son sens et il est devenu très convenu, ce qui n'est pas du tout le cas en fait en italien. Benevolenza est un terme finalement beaucoup moins utilisé et qui a cette singularité. Et du coup, en français, on avait finalement l'effet contraire qu'on avait en italien, c'est-à-dire qu'on allait vers quelque chose de convenu, alors qu'en italien, ça a suscité dès le titre une curiosité pour le livre. Donc ça, c'était la raison principale. Et ensuite, il a fallu trouver un autre titre. Alors, bon, pour moi, un bon titre, c'est soit une formule qui reste en tête, qu'elle soit poétique ou pas, mais qu'il y a une musique qui nous interpelle et qui reste en tête, parfois qui est contenue dans le livre même, soit une formule qui parle immédiatement du livre et qui une sorte de miroir immédiat du sujet. Pour moi, bon, j'ai feuilleté le livre en me disant j'espère trouver une expression qui va pouvoir ressortir et donner son titre français au livre. J'ai pas trouvé, donc il fallait explorer la seconde option et trouver un titre qui parle immédiatement du sujet. Bon, le sujet central du livre me semblait vraiment être la chance, donc on a commencé à chercher quelque chose autour de la chance. Voilà, c'est un travail collectif, hein, tout le monde y est allé de sa suggestion, et puis le terme insolente finalement est celui qui était le plus convaincant, et donc on est arrivé à une chance insolente, et finalement je trouve que c'est un bon choix en français parce que ça dissonne un peu, et puis je trouve que l'insolence est un adjectif qui va très bien à ce livre, parce que dans l'insolence il y a aussi de l'audace, et pour moi ce livre c'était avant tout un livre audacieux. C'est ce qui m'a frappée aussi d'emblée quand je l'ai lu. C'était l'originalité, l'audace, cette écriture très singulière aussi. Et je trouvais que l'adjectif insolent portait aussi cette suggestion pour le lecteur français. Bien, donc alors parlons-en de cette chance insolente. Le roman raconte l'histoire d'un jeune trentenaire qui, à Londres, déjà aussi cet aspect est assez singulier, hein, ce roman se déroule à Londres, on reviendra sur cet aspect, qui travaille comme cadre supérieur dans un bureau national de statistique, et qui est victime d'un excès de chance, hein, d'une veine incroyable. Pour donner un exemple, son conseiller financier lui annonce tout le temps qu'il a gagné de l'argent grâce à des opérations bancaires, boursières totalement risquées. Quand il va dans le métro, on lui cède la place. Dans le trafic terrible de Londres, les voitures le laissent passer. Donc tout lui va bien et on pourrait en rajouter. Alors, vous nous avez déjà un tout petit peu expliqué pourquoi vous avez choisi de parler d'un personnage qui bénéficie d'une chance insolente, mais ma question porte sur un autre aspect. Pourquoi Kurt, c'est le nom de ce personnage qui est mi-irlandais, mi-italien, pourquoi il n'est pas heureux de pouvoir bénéficier d'une telle bienveillance, d'une telle chance? Sì, effettivamente quando ho progettato questo romanzo mi sono chiesto ma perché qualcuno dovrebbe essere scontento di essere fortunato? E allora ho disegnato il mio personaggio come una persona, un razionalista, un positivista, un agnostico, uno che non crede in Dio.
però crede nella statistica, che è una cosa che amo molto, cioè mi diverte molto. E comprai questo libro simpaticissimo di Darren Huff che si chiama Le bugie della statistica. Alors quand j'avais le projet d'écrire ce livre, je me suis effectivement posé la question pourquoi quelqu'un serait mécontent d'avoir trop de chance. Alors j'ai décidé d'avoir un personnage très rationaliste, positiviste, agnostique, donc qui ne croit pas en Dieu mais qui croit dans les statistiques. Et je me suis inspirée d'un livre que j'ai acheté qui traite des mensonges des statistiques. E questo libro, tra l'altro, in maniera molto spiritosa, è stato un best seller negli anni 50. Questo libro diceva una cosa che forse a questo punto sappiamo tutti, cioè che non dobbiamo fidarci granché della statistica. E mi ha dato molti spunti, ma soprattutto il mio personaggio, Kurt, vede messa a repentaglio la sua fiducia nella normalità degli eventi e poi soprattutto vede messa a repentaglio il senso della vita secondo lui. Che senso ha una vita se non ci sono mai difficoltà? Lui teme che comincerà ad assuefarsi alla buona sorte. C'è una frase simbolica che dice: io non voglio svegliarmi avendo la certezza che le cose vadano bene, la speranza è già sufficiente. Alors ce livre sur les statistiques, c'était un best-seller dans les années 50 et il nous menait bien à comprendre qu'il ne fallait pas se fier aux statistiques. Et donc ce personnage, Kurt, c'est quelqu'un qui finalement préfère avoir confiance dans la normalité des événements, donc la normalité de leur occurrence statistique, et qui finalement perd le sens de la vie s'il n'a pas de difficultés possibles devant lui. Et dans ce cas-là, quand une bonne fortune est trop certaine, il n'y a pas finalement d'espoir pour lui, puisque les choses se passent de façon systématique trop bien. Soprattutto lui vuole capire. È uno scienziato, è un uomo che ha studiato, un ragazzo, ha 30 anni, insomma, che ha studiato. E quindi il romanzo si svolge in 36 ore. Ci sono dei flashback del suo passato, però si svolge in 36 ore perché in 36 ore lui vuole risolvere questo enigma. E c'è questa risoluzione che tra l'altro mi ha suggerito la mia fidanzata, la mia compagna, perché a un certo punto uno scrittore mentre scrive un libro si diverte. Io mi sono divertito moltissimo a scrivere questo libro, molto più che per il secondo. E scrive, ricordo quell'estate del 2015 quando l'ho scritto, tornavo a casa con la voglia di scrivere, però a un certo punto il romanzo deve finire e non sapevo come farlo finire, cioè qual è la soluzione dell'enigma. E l'idea me l'ha fatta venire la mia ragazza, adesso non vi posso dire che cos'è, altrimenti non comprate il libro. E quindi insomma alla fine per capire per quale motivo, lui vuole sapere perché. Forse al limite uno si può anche abituare alla buona sorte, però voglio capire perché ho tutta questa buona sorte. E la mia compagna e poi io insomma abbiamo avuto questa idea per questo finale che in un certo senso è circolare, insomma. Alors, le personnage veut surtout comprendre d'où vient cette chance insolente. Et c'est un scientifique qui a étudié pendant des années les statistiques, donc il a vraiment besoin de résoudre cette énigme. Donc le roman se passe en 36 heures, il y a aussi des flashbacks. Donc on va être face à ce personnage qui essaie de répondre à cette question. Moi, je me suis beaucoup amusée à écrire ce livre. Je me réveillais le matin avec l'envie d'écrire. Mais arrivé à la fin, je me suis rendu compte que j'allais devoir conclure l'histoire et je n'avais pas d'idée pour la solution de cette énigme. Et c'est aussi avec des suggestions de ma compagne que j'ai trouvé un final donc, qui va à la fois répondre à cette question, l'énigme de cette chance, et qui en quelque sorte permet de boucler l'histoire aussi, de créer une boucle achevée. Donc vous l'avez compris, ce personnage n'accepte pas cet excès de chance, et donc il s'interroge, il s'adresse à des conseillers, à des chamans, à des thérapeutes, à des psychanalystes, à toute une série de personnages, l'un plus bizarre que l'autre, ce qui crée cet effet de feu d'artifice qui régit un peu toute l'intrigue de cette comédie
hilarante. Donc on pourrait parler d'une sorte de parcours initiatique, hein, fait de toute une série d'étapes qui vont permettre au personnage d'arriver à cette conclusion qu'on ne va pas évidemment vous dévoiler. Aux côtés de ce personnage, qui est aussi le narrateur, donc c'est un roman écrit à la première personne, nous trouvons le personnage de sa femme. Alors je voudrais m'arrêter un petit peu sur ce personnage parce que l'auteur a décidé de lui attribuer une profession bien précise. Elle est écrivaine. C'est une jeune écrivaine qui a écrit 2 ou 3 romans qui ont eu un certain succès. Elle est très habile à construire des intrigues bien ficelées, mais en revanche, elle a des problèmes avec la création des personnages. Et donc cela la pousse à une stratégie assez bizarre qui consiste à monter des petites comédies pour essayer de, comment dirais-je, de rentrer dans le rôle de ce personnage. Pour vous donner un exemple, si elle décide de parler d'un avocat, par exemple, elle ne lui adresse pas, comment dirais-je, une invitation pour lui proposer une interview ou un entretien, mais plutôt elle se présente prétendant d'être une cliente. Donc elle joue un rôle qui ne lui appartient pas, hein, qu'elle se borne à... Et alors à ce sujet, je voudrais vous lire une page, aussi pour vous donner un peu une idée de la prose de notre auteur. « Ma femme refusait d'entrer dans la psychologie d'un être humain en le priant tout simplement d'illustrer ses automatismes appliqués à un cas théorique. Cela aurait équivalu à opposer la vraisemblance à la vérité, compromis auquel elle n'était prête à se plier qu'en cas de nécessité. C'était insuffisant. Elle tenait à se glisser dans une trame, fût-elle rudimentaire, lui permettant de s'imprégner des façons de faire d'un avocat, d'un médecin ou d'un sculpteur, sans altérer leur naturel. Elle voulait se servir d'une esquisse d'intrigue pour saisir leurs processus mentaux et leurs obsessions du point de vue privilégié de la partie adverse. D'habitude, elle choisissait ses victimes dans l'annuaire téléphonique, confiant son inspiration aux patronymes les plus emblématiques, un hommage à d'obscures théories spirituelles et littéraires. Puis elle se rendait chez des universitaires, des architectes, des ornithologues, des présidentes d'associations de bienfaisance, des ingénieurs, des journalistes, des collectionneurs d'expertise criminelle, des anatomopathologistes, des chefs d'orchestre, des archéologues, des commentateurs radiophoniques, des prêtres vaudous, des acteurs sur le retour, des anarchistes, des politiciens louches, et dans les familles de victimes de désastres générationnels, en se présentant tour à tour comme une cliente, une spécialiste ou une collègue, en se documentant scrupuleusement pour éviter de dilapider l'avantage immédiat de la jeunesse et de la beauté, dans un étalage pénible d'incompétence. Elle a enregistré le moindre détail avant de rentrer à la maison et de tout consigner en de longues et minutieuses sessions d'écriture, au terme desquelles elle classait son matériau sans aucune garantie d'utilisation future, mais avec la certitude d'avoir ajouté une tesselle à la mosaïque infinie de l'expérience humaine synthétisable sur fichier. Alors la question que je voudrais poser, est-ce que vous êtes un écrivain comme Elisabeth? C'è questo cliché, questo topos in Italia che prima o poi uno scrittore scrive di altri scrittori. Io questo pensiero me lo sono tolto subito. Je pense qu'il faut se débarrasser tout de suite du cliché comme quoi un écrivain finit toujours par écrire sur les autres écrivains. Sì, ogni scrittore ha i suoi vezzi, le sue manie. C'ha sempre il suo piccolo taccuino che porta con sé e scrive, e così come ogni scrittore ha i suoi punti di forza e le sue debolezze. Per quanto mi riguarda, io credo di essere abbastanza bravo nel dialogo, che poi è una parte molto semplice da scrivere, insomma, o quantomeno sembra semplice a me. Non sono molto bravo nella descrizione. Se dovessi descrivere questa sala, se io adesso torno a casa e sto scrivendo un altro libro,
torno in Italia e so che devo scrivere e devo descrivere questa sala, quelle sono settimane dure per me, perché ognuno ha i suoi punti di forza e i suoi punti deboli. Je pense que chaque écrivain a ses petites manies, son carnet qu'il a toujours avec lui, les choses qu'il note, et puis ses points forts et ses faiblesses. Moi, je pense que mon point fort, ce serait plutôt les dialogues. Pour moi, c'est assez simple, ça se fait spontanément. En revanche, j'ai plus de mal à écrire une description. Je serais bien embêtée si, en rentrant chez moi en Italie, je devais décrire cette salle. Je pense que je passerais un mauvais moment. Io vengo da Milano adesso, abito nel centro Italia, nelle Marche, sulla costa, sul mare, e sono stato a Milano dove ambiento il mio prossimo romanzo e sono stato a vedere proprio un posto in cui c'è una grande festa e ho fatto un sacco di foto e questo sarà un momento particolarmente complicato per me, insomma, non molto appassionante, insomma, quando devo scrivere, devo descrivere dei posti, però non è più come nell'Ottocento in cui c'erano lunghe pagine di descrizione. Adesso i lettori non vogliono tutte queste pagine di descrizione degli ambienti, però comunque intanto ci vuole. E quindi ho pensato che Elizabeth, la moglie del mio protagonista, di Kurt, non fosse molto brava nella psicologia dei personaggi e quindi mi è venuto in mente che si inventa queste piccole diciamo, messe in scena con dei professionisti e spesso coinvolge anche il marito. Alors moi, je vais maintenant dans les marches, mais j'étais à Milan pour étudier un petit peu le contexte de mon prochain roman et j'ai dû prendre beaucoup de photos parce qu'en fait, pour écrire les descriptions, moi j'ai besoin de ça parce que sinon c'est plus difficile pour moi et puis ça me passionne moins aussi d'en écrire. En tout cas, je pense que c'est moins à la mode aujourd'hui aussi les très longues descriptions qui permettaient d'ouvrir les ouvrages autrefois. Donc pour le personnage d'Elisabeth, la femme de Kurt dans le roman, j'ai choisi de lui donner pour faiblesse d'écrivaine le fait de ne pas trop savoir écrire la psychologie de ses personnages et donc c'est pour cela qu'elle invente ces petites mises en scène avec de véritables professionnels qu'elle rencontre pour pouvoir monter des personnages. Grazie. Est-ce qu'il vous est arrivé également de monter des petites scènes comme celle d'Elisabeth vous-même en tant qu'écrivain pour mieux connaître la psychologie de certains personnages? Non fino a questo punto, però sono sempre molto interessato ai lavori altrui e comunque alle vite altrui. Io penso che un ottimo scrittore, uno scrittore bravo deve ascoltare più che parlare, perché altrimenti non capisce la vita, non capisce la gente. Alors, pas à ce point-là quand même, mais je m'intéresse toujours beaucoup au travail des autres parce que je pense qu'un bon auteur, c'est quelqu'un qui écoute davantage qu'il parle, parce que sinon il ne comprend pas la vie s'il préfère parler. D'ailleurs, il faudra ajouter aussi que le personnage principal du roman, Kurt, rencontre sa future épouse au cours d'une de ces petites scènes de théâtre. On n'en dira pas plus, mais c'est dans un cimetière pendant des funérailles. Voilà. Alors, on a fait allusion au fait que ce roman se déroule à Londres. Alors déjà, une première question, pourquoi Londres? Est-ce que c'est une ville que vous connaissez bien? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce choix? Pourquoi Paris, Rome, Milan? Sono stato anche molto criticato per questa scelta in Italia, te lo dico, perché pensavano che volessi fare l'esterofilo, l'anglofilo, e invece è stata semplicemente una scelta di strategia narrativa, perché nel senso che se avessi ambientato... Scusami. Alors, en Italie, j'ai été beaucoup critiquée pour ce choix, donc d'avoir choisi Londres. On a dit que je voulais passer pour un anglophile, alors que c'est pas du tout ça, c'était un choix de stratégie narrative. Perché se l'avessi ambientato, io non sono romano, non sono milanese, non sono napoletano, io non so come funziona qui in Francia, però il romano è una lingua quasi a parte, il napoletano è una lingua quasi a parte, il milanese è una lingua quasi a parte. Se avessi ambientato il romanzo in queste grandi... Avevo bisogno di una grande città, avevo bisogno di una metropoli. Se l'avessi ambientato a Roma avrei dovuto far parlare i miei protagonisti in romano, ma io non sono bravo, quindi rischiavo il cliché, rischiavo il... Allora ho detto, vabbè, adesso allora lo ambiento in una città, tra l'altro una città molto molto grande come Londra, la più grande città europea, in cui le cose strane, succedono tante cose strane in questo romanzo, sono ancora più credibili che se le ambientassi a Milano, che fondamentalmente è una città piccola,
insomma, più piccola di Parigi sicuramente. Et donc, moi, bon, je suis romain, et si j'avais voulu faire en sorte que mon roman se passe à Rome, j'aurais dû les faire parler le romain. Et parce que dans chaque ville en Italie, voilà, à Naples, on parle napolitain, à Milan, on parle milanais. Donc, il aurait fallu avoir cette authenticité-là. Donc, je pense que je n'aurais pas été capable. C'est pas forcément mon fort d'écrire dans le style de la langue d'une ville, et je risquais d'être dans le cliché. Donc c'est pour ça que j'ai choisi une plus grande ville européenne, Londres, voilà, la plus grande, où toutes les bizarreries sont possibles. Ça semble finalement plus crédible. La cosa che posso dire finale, abbastanza bizzarra, che io non sono mai stato a Londra. Et ce qui peut sembler vraiment bizarre, c'est que je ne suis jamais allée à Londres. Cioè, questo romanzo, se non fosse esistito Google Street Views, non avrei mai potuto scriverlo, davvero. Je pense que je n'aurais jamais pu écrire ce roman sans Google Street Views. Alors, donc, c'est un roman qui a aussi un peu l'ambition, disons, de donner une lecture de notre société, de ses dérives technologiques, de ses névroses. Il y a des pages consacrées à des personnages que nous avons tous rencontrés dans notre vie quotidienne, qui se promènent avec leur smartphone, qui ne regardent rien autour d'eux. Alors, je voudrais m'arrêter un peu sur cet aspect. Est-ce que c'est une direction que vous allez approfondir dans vos livres à venir, cette, disons, représentation entre comicité et humorisme de la société contemporaine? Sono contento di questa domanda, Paolo, è una bella domanda, perché ti confesso che il modo in cui è stato accolto questo romanzo in Italia ovviamente è stato molto, diciamo, molto lusinghiero per me, però avevo comunque il timore di essere etichettato come uno scrittore comico, perché questo libro, diciamo, che ha dei capitoli, diciamo, simpatici, no? Tanto che il mio secondo libro, quello che adesso pubblicherà Gallimard, è di tutt'altro tipo. Non è stata una scelta strategica vera e propria, perché però sento di essere uno di quegli scrittori che non vuole scrivere sempre lo stesso tipo di libro, il che penso che dovrebbe essere, diciamo, l'ambizione di qualunque scrittore, però comunque volevo togliermi subito il rischio di essere etichettato come scrittore comico. Alors c'est une très bonne question, Paolo. Je pense que la réception qui a été très bonne en Italie a été flatteuse pour moi, mais j'ai eu peur qu'on me limite à l'étiquette écrivain comique, parce que voilà, il y a de l'humour dans mon roman. Donc j'ai écrit un deuxième livre qui va aussi sortir chez Gallimard, qui est très différent, parce qu'en fait moi je suis un écrivain qui ne veut pas écrire toujours le même style de livre. C'est pas ce que je recherche. Allo stesso tempo però ci sono alcuni temi che mi interessano profondamente e dai quali non mi separerò mai, credo. E sono quelli a cui hai fatto riferimento tu, Paolo, cioè anche magari in qualche occasione affrontati con uno stile leggero, ironico, quasi comico, però io non sono uno scrittore politico, ad esempio, la politica mi interessa fino a un certo punto, difficilmente nei miei romanzi parlo di politica, di contrapposizioni, di lotta di classe. Mi interessa lo spirito dell'uomo, mi interessa la sofferenza, mi interessa il suo rapporto con Dio, col trash. Io sono un agnostico, sono come Kurt, un agnostico. Però mi interessa sapere, sono le cose che mi interessano di più. Io sono un appassionato di meditazione, di queste cose. Allora, non dico le domande cosmiche che si fa un filosofo, però che cosa facciamo su questo mondo? Domande che si fanno i quindicenni, non ce le facciamo più noi adulti. Forse penso che uno scrittore debba continuare a farsele. Alors, il y a des thèmes importants que vous avez cités qui effectivement me tiennent à cœur et je voudrais les conserver dans mon écriture, peut-être en utilisant un style léger, ironique. Alors, ça pourrait être la politique, parler de la lutte des classes, des grandes oppositions sociales, mais ce n'est pas forcément ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler de l'esprit humain, des souffrances de l'humanité, du rapport à Dieu, même si moi je suis comme mon personnage Kurt, je suis agnostique. Voilà, c'est un peu les grandes questions philosophiques, le sens de la vie, pourquoi sommes-nous là, qu'on se pose quand on est adolescent, quand on a 15 ans, et qu'on oublie un peu de se poser à l'âge adulte, et je pense que c'est le genre de questions que doit se poser un écrivain. Il y a une question que je voudrais poser à la fois à Giulia et à Fabio, et elle concerne un peu, comment dirais-je,
les possibles modèles de ce livre. Alors on a dit que c'est un peu un ovni, hein, un objet non identifié ou difficilement identifiable. Alors Giulia d'abord, est-ce que quand vous l'avez lu, est-ce que vous y avez reconnu des échos littéraires, des points de repère qui vous ont permis de le situer, comment dirais-je, dans une constellation littéraire? Oui, alors je ne veux pas voler la vedette à Paolo pour le citer des influences. Moi, j'y ai vu certaines influences, mais ce qui est intéressant, c'est que je n'y ai vu, mais peut-être que voilà, il y en avait, je n'y ai vu aucune influence italienne. J'ai surtout vu, je sais pas, on pourrait le comparer à un Alan Bennett italien, même si c'est beaucoup plus écrit. On pourrait, bon, je pense que c'est pas anodin que son personnage s'appelle Kurt, parce que moi j'y ai vu beaucoup de Kurt Vonnegut. Mais voilà, beaucoup de références, soit anglo-saxonnes, soit plutôt de la littérature américaine, mais d'ailleurs plus anglo-saxonne. Mais ce qui était aussi un défi, je rebondis un peu sur votre première question, mais ce qui était aussi un défi pour moi quand j'ai fait le choix de ce livre, c'était que j'allais le défendre comme un livre de littérature italienne, mais que finalement dans ce livre il y avait absolument, en tout cas pas beaucoup de choses italiennes, quoi, si ce n'est que le héros est à demi italien, mais voilà, il n'explore pas tellement cette phase de sa personnalité. Mais en fait c'est vraiment, je suis presque allée contre moi-même qui essaye de proposer des livres qui parlent d'une réalité italienne, ou en tout cas c'est vrai que quand on essaie de défendre cette littérature, on veut présenter quelque chose une vérité du pays, qu'elle soit littéraire ou sociale ou dans la peinture que font les livres. Là, c'est vrai que j'allais vers un roman qui ne parlait pas de l'Italie. Donc voilà, peut-être que Fabio peut nous en dire plus sur ses influences, mais moi j'y ai vu beaucoup d'influences anglo-saxonnes en tout cas. Devo dire che non ho capito niente di quello che hai detto. Cioè, quando parla Paolo capisco perfettamente, quando parla lei capisco 5 parole. Tra l'altro mi hanno paragonato a Alan Bennett, di cui non ho mai letto una riga. Alors, je n'ai jamais lu Alan Bennett, on m'en a parlé plusieurs fois. Ma se per quello c'è un cantante molto famoso in Italia che si chiama Giovanotti, non so se avete mai sentito parlare di Giovanotti, cantante. Chansonnier, come dite? Come dice cantante? Chansonnier? No. Chanteur. Il y a un chanteur italien connu qui s'appelle Giovanotti. Conoscete? Vous connaissez? Che su TikTok ha fatto un video su Nova, sul mio scorso romanzo, e ha detto che io sono chiaramente un figlio di Roberto Bolaño, lo scrittore cileno. Mai letto una riga di Bolaño in vita mia. Ognuno ha le sue idee, ma è bella sta cosa, no? Alors, Giovanotti a fait un live sur TikTok dans lequel il parlait de mon deuxième roman, Nova, qui va sortir. Et il me décrivait comme le fils de Roberto Bolaño, donc grand auteur chilien. Bon, j'ai jamais lu une seule ligne de Bolaño. L'ho letto dopo, eccezionale, ma secondo me non mi somiglia granché. Je l'ai lu depuis, cependant. Detto questo, ho dimenticato la domanda. Vous n'avez pas lu Bennett, vous n'avez pas lu Bolaño, alors quels auteurs vous avez lu finalement? Vi racconto questa cosa. Quando ho fatto la mia prima uscita al Book Pride di Milano nel marzo del 2019 ero emozionatissimo, insomma, forse per aumentare la dose di emozione i vertici di Adelphi, l'ufficio commerciale, mi disse che nel mondo letterario italiano si diceva che io fossi un ghostwriter, o addirittura che io fossi in realtà americano, inglese, avessi scelto un nome. Alors, quand j'étais la première fois au Book Pride à Milan en 2019, pour moi, c'était beaucoup d'émotions. Et je me souviens qu'à ce moment-là, j'avais entendu dire que dans le monde littéraire italien, on disait qu'en fait, j'étais un ghostwriter, que j'étais finalement un écrivain anglais caché sous ce nom. È evidente che ogni scrittore è figlio delle cose che legge. I miei scrittori preferiti sono quasi tutti anglosassoni. Uno è francese, Emmanuel Carrère. Però sono cresciuto letteralmente con grandissimi scrittori. Io in questo sono molto, molto snob. È facile capire quali sono i miei gusti. I più grandi scrittori viventi, o comunque i più grandi scrittori del XX secolo. Don DeLillo. Don DeLillo per me è Dio, c'est Dieu. David Foster Wallace, Philip Roth, il vostro Michel Houellebecq mi piace molto, ma soprattutto la scuola anglosassone effettivamente, quindi i miei idoli sono quelli, in un certo senso si comincia sempre con l'imitazione, no? L'arte parte dall'imitazione, soltanto Dio crea ex nihil, dal nulla.
noi semplicemente leggiamo, rielaboriamo e soprattutto i miei scrittori, Martin Amis inglese, formidabile veramente. Alors, je pense qu'aussi on est toujours le résultat de ce qu'on lit. Donc, moi, effectivement, ce sont des auteurs anglo-saxons pour la plupart. Un français parmi mes préférés, Emmanuel Carrère. Et en ça, je suis très très snob. Hein. Pour moi, les plus grands auteurs du XXe siècle, c'est Don DeLillo. Pour moi, c'est Dieu. David Foster Wallace, Philippe Roth, Michel Houellebecq en France aussi. Et je pense que voilà, le point de départ de l'art, c'est la contrainte. Il n'y a que Dieu qui peut créer des choses ex nihilo. Donc voilà, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on lit et puis on digère ce qu'on lit et puis après, ça donne quelque chose de personnel. Donc nous l'avons vu, c'est un livre qui déjoue un peu les attentes du public et des éditeurs également. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse. Vous savez que cette série de rencontres est organisée par l'Institut et par le web magazine New Italian Books. Nous sommes en train de publier en ce moment une série d'interviews à des agents littéraires italiens. Et l'une des questions que je leur pose est dans quelle mesure a un poids dans leur choix la réponse aux attentes du public. Parce qu'il y a un certain cliché de roman italien, entre guillemets, généralement un roman qui se déroule dans le sud de l'Italie. Il y a une histoire de famille avec des relations entre la mère, la fille, et des trucs de ce genre-là. Voilà, là, ça répond vraiment aux attentes. Et les agents littéraires, tous, plus ou moins, ont dit, oui, généralement, on pense à Elena Ferrante, parce que c'est le modèle du grand roman italien à succès. Et donc, je pense bien que... Donc, d'ailleurs, je suis vraiment content que Giulia n'a pas obéi à cette réaction immédiate d'obéir au cliché, parce que le roman de Fabio Bacca ne répond pas du tout au cliché habituel de ce qu'on attend d'un roman italien. Et je pense que le choix de Londres a un peu influencé les réactions de lecteurs. Je pense que s'il avait choisi Berlin, tout d'un coup, ils auraient trouvé les critiques des allusions à des auteurs allemands, parce que ça pèse beaucoup le choix de la toile de fond du roman. Alors, on a évoqué à plusieurs reprises le nouveau livre que les lecteurs italiens peuvent déjà lire, Nova. Il va sortir, je ne sais pas, l'année prochaine, je pense, en France. Mais alors, je voudrais demander à Fabio de nous en dire quelque chose. Le voilà, vous voyez la couverture. Come ho anticipato, è un libro molto diverso da Benevolenza Cosmica, sì. E c'è sempre un momento in cui i libri nascono, cioè non è un solo momento, i libri sono è come se ci fosse una pioggia di meteoriti sulla Terra. A un certo punto tutte quelle piccole idee che ti vengono, che sai che possono essere promettenti, si coagulano, non so come posso dire, e ti rendi conto che è arrivato il momento di scrivere un libro nuovo, se sei uno scrittore. E nel caso di Nova erano successe alcune cose anche un po' imbarazzanti, non le racconto tanto spesso. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, Nova, c'est un roman très différent d'une Chance insolente. Je pense que dans la vie d'un écrivain, il y a un moment où on sait qu'un livre va naître. C'est un peu comme une pluie de météorites, voilà, on sait que ça arrive. Et c'est quand il y a des idées prometteuses qui viennent dans la tête et qu'on sait que ça va donner un nouveau livre. En ce qui concerne Nova, il y a plusieurs choses que je ne raconte pas souvent parce que c'est un petit peu gênant. Nel 2015 ero in un ristorante con la mia compagna, un ristorante che frequento spesso e quindi conosco le persone che sono lì. Ho cominciato a discutere con un signore, con un tizio che conosco, che è un soggetto, vabbè, lasciamo perdere. E siamo arrivati quasi alle mani. È stato un momento estremamente imbarazzante. Quando sono uscito, poi non è successo niente, per carità, io sono una persona estremamente pacifica. Però questa persona è, come si dice testa di cazzo in francese? Fascista, razzista, sessista. Cioè, immaginate le persone peggiori. Ognuno di noi conosce una persona così. Vuoi tradurre? Alors en 2015, j'étais au restaurant avec ma compagne dans un lieu où on a l'habitude d'aller.
Et je me suis mis à discuter avec un sacré personnage et à presque en venir à me battre avec lui. Parce que moi qui suis pacifique, face à ce personnage qui est vraiment l'affrotype fasciste, raciste, sexiste qu'on peut rencontrer, voilà, c'était insupportable. Non è successo niente, per carità, grazie a Dio. Però quando sono uscito, la mia ragazza, che è ancora più pacifica di me, ha cominciato a insultarmi, ha detto: sei stato un imbecille, un deficiente, ti sei fatto provocare da un noto provocatore. E io mi ricordo stavamo passeggiando sul lungomare di San Benedetto del Tronto e io con la testa così come un penitente e dicevo, a un certo punto però sapete, qui mi rivolgo ai maschi, agli uomini, sapete quando la vostra compagna continua a dirvi e voi siete piaciuto? No, basta. Sono un uomo e qualche volta gli uomini devono reagire da uomini. Insomma, io a questo signore gli devo la finale dello Strega e la finale del Campiello, perché mi ha dato l'idea più importante, perché ho detto voglio parlare di un uomo pacifico e del suo rapporto con la violenza. La violenza è sempre sbagliata? Questa è la domanda alla base di questo romanzo. Heureusement, il ne s'est rien passé, on ne s'est pas battu finalement, mais ma compagne, en sortant du restaurant, m'a reproché de m'être laissé aller à cette discussion avec lui, de m'être fait provoquer par ce personnage affreux, m'a traité d'imbécile. Et moi, j'étais là, tout penaud, donc à me faire gronder par ma femme. Et vous savez, bon, pour les hommes dans la salle, quand on se fait gronder par sa femme, parfois on a besoin de réagir en tant qu'homme. Et là, pour moi, la réaction, c'était d'avoir l'idée d'écrire ce roman, Nova, qui parle d'un homme pacifique et de son rapport à la violence. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire être violent quand on est un homme? E poi ovviamente anche il fatto che come essere umano, come immagino anche voi, rimaniamo spesso basiti, stupefatti, sbigottiti di fronte alla violenza, di fronte a quello che succede, no? Cioè, ci sono dei momenti in cui la violenza è assolutamente ingiustificata, eppure l'uomo dopo, lo dico nel romanzo, lo dico, dopo 2500 anni di buddismo, di danze sufi, di cristianesimo, di religioni pacifiste, di meditazione, ancora al semaforo si accoltella per una questione di precedenza o di parcheggi o di queste cose qui. E quindi volevo scrivere un romanzo che fosse molto agile comunque, in cui succedono cose, però che fosse anche una riflessione sulla violenza. Moi, je suis romain, donc je vois des scènes de violence un peu souvent dans ma ville. Et comme vous tous, voilà, j'imagine, je suis stupéfait face à la violence, face aux injustices. Et je pense qu'on a eu beau connaître des milliers d'années d'hindouisme, de christianisme, de bouddhisme, de méditation. Voilà, on en est toujours à voir des gens se faire braquer au feu rouge, se faire attaquer. Donc moi, j'avais vraiment envie d'ouvrir cette réflexion sur la violence dans mon roman. Bien, donc vous l'avez compris, dans tous les romans de Fabio Paquin, il y a toujours une ambition de réflexion philosophique. Et d'ailleurs, parmi les personnages, pour revenir à notre livre d'aujourd'hui, parmi les personnages d'une Chance insolente, il y a un philosophe qui a un rôle d'ailleurs important dans le roman. Volevo sapere se avevi in qualche modo partecipato alla scelta della copertina, se è una tua proposta, se insomma come è andata tutta la vicenda e se c'è una relazione tra le due. Gli autori di solito, a meno che non siano autori molto 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 potenti, non hanno voce in capitolo sulla copertina, specialmente in Adelphi, non so in Gallimard, adesso ce lo spiegherà Giulia. Nei miei sogni, quando ho scritto questo romanzo, pensavo che in copertina ci sarebbe stato, vabbè, lo posso dire senza fare uno spoiler, nel romanzo c'è un cuocca, sapete cos'è un cuocca? Cuocca, è quella specie di canguretto della Nuova Zelanda. E quindi io pensavo che sulla copertina poteva starci un cuocca. Voi vi immaginate un cuocca su un libro Adelphi?
je dois vous dire qu'à moins d'être un auteur très 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 connu, en général, on n'a pas son mot à dire pour la couverture. Moi, mon rêve, c'était d'avoir un quokka, donc c'est une sorte de petit kangourou néo-zélandais qui apparaît dans le livre à un moment. Moi, je pensais que ce serait ça sur la couverture. Bon, je crois qu'en France, les auteurs ont un tout petit peu plus leur mot à dire sur les couvertures. Bon, enfin, ça dépend sans doute aussi des maisons. En tout cas, pour ce qui est des auteurs étrangers, évidemment, c'est nous qui proposons quelque chose et on l'envoie en validation à Fabio qui a validé. Donc, je suppose que ça lui plaisait. On a aussi comme tradition de très peu reprendre les couvertures originales ou étrangères, de faire nos propres propositions. Donc, c'est ce qu'on a fait ici avec... on a voulu illustrer en fait ce qui nous a semblé à plusieurs personnes une scène clé du livre. Pour ceux qui l'ont lu, cette scène qui se déroule dans une piscine qui appartient à une sorte de psychiatre et dans lequel le héros va avoir une sorte d'aventure métaphysique. Voilà, j'en révèle pas trop, mais évidemment avec ces petits trèfles qui symbolisent la chance. Donc voilà, là encore une volonté de ne pas être trop redondant avec le titre, mais enfin tout ça c'est le choix de l'illustrateur que je suis en train de commenter, mais qui nous en tout cas nous a convaincus. Voilà, pour essayer de donner quand même d'emblée le sujet de ce livre. C'est vrai qu'en plus chez Gallimard ce sont des jaquettes amovibles. Bon, je rentre un peu dans des détails techniques, mais du coup on a cette couverture historique prestigieuse de la collection, et c'est vrai que le rôle de la jaquette c'est vraiment d'attirer le lecteur et aussi du coup de proposer une image, qu'elle soit photographique ou illustrée, qui puisse se distinguer sur les tables d'une librairie. Donc voilà, nous c'est comme ça qu'on réfléchit nos couvertures. C'est aussi voilà, des livres qui ensuite peuvent exister sans leur illustration, puisqu'ils ont leur jaquette leur couverture de la collection. Et ça, voilà, c'est vraiment avant tout un appel pour le lecteur, d'où cette volonté de parler en tout cas de donner le sujet du livre de façon un peu transparente quand même. Ma voi avete presente il quokka, che animale è? Nessuno conosce il quokka? Est-ce que vous voyez ce que c'est le quokka? Allora, Voilà, sì, è un piccolo. Per me il quokka è simbolico, non ce l'ho messo. Allora, non è che ogni cosa che fa lo scrittore deve essere simbolica, però il quokka per me è un animale, allora, è docile come un gatto, ha una forma strana, è molto amichevole con gli esseri umani, però c'ha questa fama, non è stata ancora verificata, che quando c'ha un'aggressione tira i figli all'aggressore per salvarsi lui. Le quokka, c'est un animal symbolique pour moi. On ne va pas dire que tout est symbolique chez un auteur, mais là, c'est important. Alors, c'est un animal docile comme un chat, qui a une forme étrange, qui est très amicale avec les humains, mais qui est réputé pour faire quelque chose d'étrange en cas d'agression. Il jette ses petits à la tête de l'agresseur. Quindi per me, cioè, voi dovete immaginare che quando uno è depresso, il mondo gli sembra senza senso, no? E quindi ho detto, allora in copertina mi piacerebbe metterci un animale che è un po' senza senso, non si capisce se è buono o cattivo, che cosa, cioè, e poi c'ha una forma strana, capito? Sembra che sorrida, in certe foto sembra che sorrida addirittura. E quindi mi sembrava perfetto per una copertina. Ovviamente Adelphi non la pensava come me. Alors, il faut se rappeler que moi j'étais dépressif au moment où je terminais ce livre, et un dépressif, pour lui, le monde n'a pas de sens. Donc moi, je me disais qu'un animal dont on ne comprend rien à l'attitude, on ne sait pas s'il est gentil, s'il est méchant, on ne comprend pas pourquoi il réagit de telle ou telle façon, il a l'air de sourire, mais en même temps, il ne sourit pas. C'était parfait. Mais bon, mon éditeur n'a pas pensé la même chose. Quand vous avez dû présenter ce livre aux représentants, à la force vente, ceux qui vont chez les libraires, alors quelle stratégie vous avez adoptée pour leur faire comprendre un peu ce produit bizarre, hors norme, cet ovni littéraire? Je n'ai pas procédé bien différemment que ce que vous avez fait vous-même ce soir. C'est-à-dire que j'ai avant tout parlé de pourquoi je trouvais ce livre formidable, en fait. Donc avant tout, c'est en premier lieu son originalité, son épaisseur littéraire.
on n'est pas rentré beaucoup dans le détail de son écriture, mais il y a vraiment quelque chose de très construit dans la phrase de Fabio Bacca, et je veux saluer le travail de la traductrice parce qu'elle a réussi à trouver un rythme français tout en conservant vraiment la langue, l'esprit en tout cas, je pense qu'a voulu donner Fabio dans son écriture. Mais bon, c'est un petit aparté. Mais j'ai été en fait assez... Je pense que d'emblée, j'ai prévenu que ce livre n'avait rien d'italien. Et ensuite, j'en ai parlé pour ce qu'il était, à savoir un roman que moi, je trouvais extrêmement réussi, original, et qui a cette spécificité qui n'est pas si commune, je trouve, dans la littérature italienne, mais même plus généralement. C'est-à-dire qu'il aborde, vous l'avez dit, des questions contemporaines, parce que sous ses allures de fable, il parle vraiment beaucoup de notre société d'aujourd'hui, mais il le fait vraiment par le biais de la fiction. C'est-à-dire que c'est un livre où il se passe énormément de choses, qui est divertissant, qui a plein de rebondissements, et derrière ça, il y a un discours, une pensée et une analyse de notre société. Mais la fiction est omniprésente, et ça, c'est quelque chose, je trouve, qui nous manque un peu parfois dans les livres qu'on propose. Et c'est ce qui m'a vraiment plu dans ce livre, c'est ce juste équilibre entre vraiment une trame narrative très bien menée et une réflexion sous-jacente très intelligente. Donc il faut dire que parmi les motifs d'exception du roman de Fabio Bacca, il y a aussi la présence de Cuoca, parce que je pense que c'est le premier roman de la littérature italienne, donc un autre record, où ces animaux font leur apparition. Ils font leur apparition un peu à la fin du roman, mais je ne vais rien, disons, divulgacher, comme on dit, en vous lisant ce petit passage. Une demi-douzaine de créatures sortent de croisements entre d'énormes rats et de petits kangourous en étaient sorties. M'observant avec attention, elles reniflaient l'air comme pour déterminer, à l'odeur que je dégageais, le degré de comestibilité de ma chair. Je demeurais immobile, ensorcelé par ces bêtes inconcevables, attendant les yeux écarquillés qu'elles aient achevé leur inspection olfactive. Elles s'échappaient à toute espèce animale connue, avec leurs pattes arrière hyper développées et leur nez faussement rassurant de rongeurs. Elles étaient apparemment le fruit d'un croisement génétique malsain. À l'instant où deux spécimens se dirigèrent vers moi, je constatai avec horreur qu'ils partageaient aussi avec les rats et les kangourous la rapidité. Voilà, c'est un petit échantillon qui vous donne la saveur de cette prose. Alors, elle nous dit que ces animaux échappaient à toute espèce animale connue. Alors on peut dire que le livre de Fabio Bacca échappe à toute espèce littéraire connue. Merci.